Bonjour. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons invité Christian Bourrion pour être le prochain professeur d'honneur de la faculté d'ICN. Et donc Christian Bourrion, comme vous le savez, le plus jeune à ICN peut-être pas, mais Christian Bourrion est, on peut dire, un des piliers de l'école. Donc, depuis les années 70 qu'il est très attaché à l'école, il a passé 37 années de sa carrière à ICN public et après 10 ans quand l'école est devenue privée. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Christian Bourrion pour partager son expérience parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Merci Christian d'avoir accepté notre invitation et je passe à ma première question. Donc, tu as 47 ans de carrière chez nous. Oui. Donc, est-ce que tu peux présenter et résumer l'ensemble de ta carrière chez nous? Oui. Alors, tout à fait au départ, le statut de ICN Business School, enfin à l'époque on dit l'Institut commercial de Nancy, article 33, est un statut universitaire. On obtient des postes par le ministère. On a 3 secrétaires, 3 profs, 60 élèves par promo, 3 promos, et c'est tout. Et il n'y a pas de budget. C'est le budget de 10 000 l'équivalent de 1500 € à peu près, etc. Voilà. Et donc moi, je fais le début de ma carrière donc à la faculté de droit. Très rapidement, c'est le monde des affaires qui m'intéresse, donc je passe à l'IAE et après je passe à l'ICN. Voilà. Et à l'ICN, il y a un énorme avantage, c'est que tout est à faire. Donc c'est ce qu'on va faire. La première chose, à mon avis, le plus important, c'est les entretiens. Parce que si vous voulez qu'une école de commerce se développe, il faut 2 choses. Il faut des élèves de qualité et des professeurs de qualité. Et puis toute une organisation et la recherche, si vous voulez, qui est un soutien à ça. Alors, la première chose, c'est les entretiens. Je commence à faire des entretiens et là, je me rends compte que tous les entretiens sont faits uniquement par des professeurs de français. Et ils posent des questions qui sont les questions du bac. Parlez-moi de Rimbaud. Il y a un truc qui se passe. Alors un jour, je me souviens, je fais le jury avec un professeur de français et je propose 17 pour l'élève, il propose 7. Je dis, il y a quelque chose d'intéressant, il se passe quelque chose. Alors je dis pourquoi? Il a fait une faute de l'imparfait du subjonctif. Je suis monté chez Bernard Lebrun, je suis ressorti, j'étais nommé directeur des entretiens. Et je suis resté jusqu'à la fin de ma vie. Ce jour-là, j'ai pris un contrat de 20 ans. Voilà. Alors, j'ai d'abord embauché des psys, des conseils et des DRH. Et DRH, enfin tous les spécialistes des ressources humaines. Et j'ai interdit toutes les questions fermées. Et c'est là que va naître les retours d'expérience qui vont faire la gloire de la recherche aujourd'hui. Parce que à partir du moment où vous interdisez les questions fermées, la question fermée, c'est quelle est la longueur du Rhône. C'était très connu à l'époque, c'était la blague classique. Quand vous vouliez rentrer dans une école, on vous demandait des questions de ce genre et il fallait donner par cœur le résultat, sinon vous étiez collé. Et en interdisant toutes les questions fermées, on les a remplacées par des questions ouvertes. Et les questions ouvertes, c'est que faites-vous le dimanche? Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation que vos parents vous ont donnée? Qu'est-ce que vous pensez de vos professeurs? Qu'est-ce que vous pensez de la Lorraine? Pourquoi vous voulez venir à ICN? Et là, on rentre dans le retour d'expérience. À l'époque, on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Jamais personne n'a employé ce terme-là. Ça va naître par la suite. Mais on rentre dans le retour d'expérience. C'est-à-dire que c'est l'élève qui fabrique littéralement son exposé à partir de lui-même. Et on voit dans les retours quali, arriver des choses. ICN est la seule école où on a vraiment essayé de me connaître, où j'ai eu le sentiment qu'on avait vraiment essayé de me connaître. Et l'école va grimper d'une façon phénoménale. Quand je rentre dans l'école, la toute petite ICN article 33 c'était 14e, je crois, ou 15e, enfin quelque chose comme ça. Et quand je la quitterai, elle était 6e. Elle était à peu près 6e. Alors, après, il y a les visites des classes préparatoires, ça c'est très important. Parce que c'est très difficile à faire et la plupart des profs ont vraiment du mal à accepter d'aller visiter les classes préparatoires. Quand on avait fait ces différents éléments, il a fallu aller les expliquer. On était obligés, puisqu'on faisait l'inverse de tous les autres. Il a bien fallu aller expliquer dans les classes préparatoires. Et là, on a connu un succès, mais phénoménal, parce que les élèves disaient enfin une école où on comprend les élèves. En gros, c'était ça, hein. Et une grande partie de la croissance s'est faite grâce à ces visites des classes préparatoires. C'est Jean-Claude Grasse qui organisait ça. Il avait autour de lui toute une équipe dont je faisais partie. Et on prenait les classes préparatoires les unes après les autres. Au début, on avait du mal à s'imposer parce qu'ici, personne ne connaissait.
Le proviseur voulait pas nous laisser rentrer. Puis à la fin, il nous demandait quand est-ce qu'on venait. Hein. C'était à peu près ça. Hein. Donc partout de la France. Ah oui, partout en France. Enfin, on faisait les plus grandes, on peut pas toutes les faire. Oui, bien sûr. Mais je me souviens d'une classe préparatoire parisienne où personne n'avait jamais été, où on n'était pas très bienvenu. On m'a dit attendez midi. À midi, hop, on force la porte. Les élèves se lèvent. Je fais restez assis. Tout le monde se rassoit. Ils ont l'habitude d'obéir ces gens. Je dis on va vous parler d'ICN. On sait que votre temps est précieux. On va vous prendre 50 secondes. Les plaquettes, c'est ça. ICN, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Au revoir et bon courage. Et hop, on est sorti. On n'avait jamais eu un inscrit dans cette classe préparatoire. On en a eu 80 d'un seul coup. C'était complètement nouveau pour eux. C'était le début du changement dont l'école aujourd'hui, avec toute la créativité et la représentation, enfin toute la suite qui a été donnée, quoi. Bon, à l'époque, quel est votre fil rouge? Qualité des élèves, qualité des enseignants. Ça, c'est pour les 37 premières années, et les 10 années suivantes, qualité de la recherche. Parce que à l'époque, la qualité des élèves fabrique la presse. La qualité des enseignants, les entretiens fabriquent la presse. C'est plus tard que les classements vont être fabriqués à partir des articles. Ça va arriver plus tard. Quand l'ensemble des revues vont tenter de prendre le pouvoir, et ça, elles ont réussi, c'est indiscutable, et reclasser l'ensemble des écoles à travers ce qui est publié. Mais au début, on travaille avec des hommes, pas avec des articles. Et dis-moi, donc pour un candidat, une école de commerce, ça commence avec les entretiens de sélection, comme tu nous as dit. Donc, est-ce que tu peux nous résumer le changement que tu as apporté pour que les entretiens soient plus incitatifs et pour plus tous les entretiens dynamiques? C'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire c'est essentiellement, ça a été passé d'un savoir acquis en classe prépa dans des cours à parler de soi, à faire un retour d'expérience. Comment ce savoir, moi, je l'ai digéré, et pourquoi je l'ai digéré, et comment je vois les choses. Et on était sûr, avec ce genre de méthode, qu'on pouvait évaluer, dans le concours, tu pouvais évaluer comment les élèves étaient, comment l'élève réagit, comment il fonctionne. Tu peux me parler un petit peu du jeu de cartes, par exemple? Ah, du jeu de cartes, oui. Oui, alors ça c'est une aventure. C'est une aventure parce qu'on était en recherche à ce niveau-là. Et un jour, donc, avec un autre prof qui était d'ailleurs un ancien élève d'HEC, on fait le truc classique de vendez-moi ma montre, puis on met l'impronte dessus. C'était déjà novateur. Puis après, ça a été vendez-moi mon stylo, etc. Au bout d'une semaine, on arrive avec une valise carrément d'objets, et on tire dans les objets ce qu'il faut vendre. Bon, les objets, c'est lourd. Donc un jour, je prends mon appareil photo, je prends en photo tous les objets, et puis on tire, je vais voir un fabricant de cartes de Saint-Marc, je crois, juste à côté de Nancy, et on lui fait faire des jeux de cartes. Et on s'est dit, de cette façon-là, on avait testé la méthode, on avait mis au point un mode d'emploi, on l'a réparti sur l'ensemble de tous les enseignants, de toutes les personnes qui interrogeaient. Et ça a attiré, ça avait un pouvoir d'attraction sur les DRH qui était assez phénoménal. Parce qu'ils se disent, non mais il y a un truc qui va pas. Ils recrutent des élèves de grande école avec des jeux de cartes, il y a quelque chose qui va pas. J'aimerais bien comprendre. Et ça s'est fait comme ça. Alors quelle est la différence essentielle? C'est l'accès au symbolisme. C'est la capacité de raisonner. Quand on donne à un élève un certain nombre de photos et qu'on lui dit trouvez-moi un point commun entre, je sais pas moi, la photo d'un verre, la photo d'un appareil photo et puis un stylo, le gars il dit ils sont noirs les trois. Je dis c'est parfait, vous venez de réussir votre entrée à l'école primaire. Mais là vous voyez c'est une grande école. Alors vous trouvez un point commun un petit peu plus et puis à un moment il est arrivé l'appareil photo c'est un contenant, il y a des photos dedans, le stylo c'est un contenant, il y a de l'encre dedans. Il arrivait à trouver le point commun. Mais il était obligé de fabriquer le raisonnement devant nous. Et avec ça, il travaillait, on le voyait travailler, si tu veux, au niveau du symbole. Et on voyait à quel endroit il travaillait. Et on voyait très très vite les gens qui pétaient le feu, pour dire. Et puis les personnes dont c'était pas le cas. Très bien. Et dis-moi, aujourd'hui, on utilise toujours le jeu de cartes dans la même façon, donc c'est bien ancré dans notre façon de faire et dans notre culture lycéenne. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et même nous sommes connus par tous les candidats viennent avec cette idée de on va jouer au jeu de cartes. Les prépas ont appris à les préparer. Ils ont entraîné. Bon, et dis-moi, la grille de notation, donc les points de notation ont-elles été modifiées parce que voilà ce qui s'est passé.
c'est que quand on a utilisé le jeu de cartes, ça a eu un attrait phénoménal. Et on arrivait à avoir un nombre d'élèves croissant chaque année qui venaient passer l'entretien lycéen, y compris des gens qui étaient du niveau le plus élevé, qui étaient des élèves d'HEC, uniquement pour voir comment ça marchait. Alors, résultat de l'opération, les jeunes qui étaient admis chez nous, au lieu d'être au rang 10e, 15e, étaient au rang 500e ou 600e parce que, donc ça allait pas. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai partagé la grille de notation en deux. J'ai mis 10 points pour l'académisme et 10 points pour la motivation. Et donc, l'élève qui était, lui, extrêmement brillant, mais on va dire académiquement brillant, et qui n'était pas motivé, parce qu'il n'hésitait pas à le dire et tout, bah, il avait, mettons, 9 sur 10, si vous voulez, sur les 10 points d'académisme, mais comme il n'était pas motivé, il avait 2 sur 10. Donc ça lui faisait 12. Un autre élève, qui était, du point de vue académique, du niveau d'ICN, donc un peu moins fort que l'élève du niveau d'HEC, bah, il avait 6 sur 10 à l'académisme, mais à la motivation, il avait 9 sur 10. Ouais. Donc, de cette façon-là, on a recréé donc la classification, une classification, puisque derrière, c'est eux qui choisissent. Ouais. Donc, ils choisissent par rang. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le nombre d'élèves qu'il y avait dans la promo qui a choisi, il n'y a plus de place. Et ça s'arrête là. Oui. Et que c'est intéressant aussi parce qu'on utilise toujours le même méthode. Vous utilisez la même chose? Oui. Très bien. La même division entre la motivation et les compétences, les compétences académiques. Alors, il faut bien l'expliquer, parce que mais bon, ça marche, hein. Je sais que tu as publié là-dessus, toi. Oui. Alors, il faut savoir, si tu veux, que moi, c'est mon premier contact. À l'époque, personne ne sait ce que c'est qu'un retour d'expérience. Mais c'est mon premier contact où je me sers de la réalité. Je vais avoir un deuxième problème. Ce qui a fait un peu à l'intuition, donc le développement aussi lycéen, c'était les séminaires. En troisième année, j'emmenais les jeunes dans le désert, dans le Sahara, faut le faire, hein, parce que ça monte à 55 degrés quand le Chergui souffle là-bas. Hein. Et je leur faisais descendre la Durance en raft. Et elle me dit, mais c'est des vacances. C'est des vacances. Tu vas pas m'expliquer que c'est de l'enseignement, ça. Il fallait absolument réintroduire le retour d'expérience. Et c'est là que j'ai commencé à leur dire, vous me faites un rapport sur la façon dont vous avez vécu ces questions-là. Et là, quand les rapports sont arrivés, c'était fantastique. C'était fantastique. Les gars expliquaient les difficultés, les trucs, les machins. On voyait tout de suite ce qui cadrait pas, etc. Et le hasard, si tu veux, a voulu que je mette tout ça dans une banque de données qui va donner par la suite un observatoire. Et j'ai agrandi ce principe au cours. Mes cours magistraux étaient des cours de comportement organisationnel. J'avais des cours de décision, des cours de motivation, et puis le fameux cours de logique émotionnelle, avec le fameux livre La logique émotionnelle. Il n'était pas question de demander aux gens des théories émotionnelles. Ça leur servira à quoi en tant que cadre? Par contre, ce qui était intéressant, c'était de leur demander, eux, comment ils vivaient les choses. Et j'ai fait ça pendant je sais pas combien, une bonne dizaine d'années. Et vers 2000-2002 arrive donc l'informatique et la possibilité de demander des rapports qui sont tapés. On met tout ça sur des bases de données. Au même moment, le CNRS invente Alceste, qui est capable de faire sur des mots ce qu'on fait habituellement avec des chiffres. Hein. Et ça y est, l'observatoire de comportement organisationnel et la recherche venaient d'être. Enfin, en tout cas, la mienne à ce niveau-là. Dis-moi, pour retourner un petit peu en arrière, donc, c'est de là, de cette importance du retour d'expérience et tout ça, que tu es en critique des études de cas. Oui, voilà. Parce que à l'époque, moi, j'étais comme tout le monde, on faisait des études de cas. Mais l'étude de cas, il y a un mensonge. Il y a un mensonge, il n'est pas très important, mais il est quand même important. C'est qu'une fois que vous avez écrit le cas, alors surtout un cas de finance, mais le problème, il est résolu. Le manager, son problème, c'est quoi? Mais c'est de poser le problème, c'est d'écrire le cas. Donc il fallait trouver une solution. C'est important l'étude de cas, parce que ça leur apprend à résoudre des problèmes. Mais le plus important, en tout cas au niveau 1, c'est pas de résoudre des problèmes, c'est de le poser. Donc il fallait trouver une solution pour les amener à apprendre à poser des problèmes. Et ça, le retour d'expérience, ça a été typiquement une méthodologie qui permettait de poser des problèmes. De poser des problèmes tels qu'ils les vivaient, tels qu'ils le posaient. Alors, je vais te dire le sujet que je mettais à toutes les sauces et que j'ai posé pendant plusieurs décennies, c'est d'écrivez une situation importante à vos propres yeux, suivant vos propres normes. Alors, la situation, je pouvais mettre professionnelle, une situation professionnelle, une situation personnelle, une situation de loisir, une situation scolaire,
là, je faisais varier les différents niveaux. Ce qui me donnait, si tu veux, dans l'observatoire des comportements, tout un ensemble de sous-titres dans lequel j'avais énormément de données sur ce qui se passait. Il suffisait derrière d'avoir des ordinateurs pour aller fouiller tout ça. Voilà. Parlons-en donc à partir de ça, un petit peu de ta recherche. Donc, comment tu as transformé ça pour publier plusieurs la richesse des retours d'expérience que j'avais était phénoménale. C'était phénoménal. Jamais j'aurais pensé ça. J'étais abasourdi. Certains cas, certains retours d'expérience, je dis pas que je les savais par cœur, mais je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'ai un élève qui me remet donc son retour d'expérience. Je dis, j'ai déjà lu ça. Je tape dans l'ordinateur 2-3 mots-clés. Il avait pompé le retour d'expérience de quelqu'un d'autre. Il a ramassé 0. Bon. Mais je me suis rendu compte que la puissance du système était telle que moi aussi, il me marquait. Et je m'en souvenais. Et même 4 ans plus tard, il avait pompé un truc. 4 ans plus tard, il me disait « Oh, ça me dit quelque chose. » Donc, c'est un truc assez phénoménal. Donc, la première idée, ça a été de se mettre en recherche sur des systèmes informatiques qui étaient capables, c'est ce qu'on appelle la fouille de texte. Et il y avait une théorie qui était en train de naître à ce moment-là, qu'on appelait la Grönen-théorie, c'est-à-dire la théorie enracinée, qui prétendait que les hypothèses sont dans les données. Oui. Ils sont dans les données. Les hypothèses, c'est pas un truc qu'on fait comme ça dans l'absolu, qu'on va vérifier ensuite. L'hypothèse se trouve dans les données. Et on avait une série de logiciels qui ont commencé à apparaître, qui étaient ce qu'on appelait des générateurs d'hypothèses. Alors moi, j'en ai trouvé un qui me convenait bien, parce qu'il était français, c'était Alceste. Et avec ça, j'ai commencé à creuser là-dedans. Et puis, ça a été ma première publication, puis ma deuxième publication, etc. Ma troisième publication, ma quatrième publication, non, mais quatrième article. Et évidemment, elles ont toutes été refusées. Elles ont été refusées. J'ai essayé les revues classiques. Elles ont été refusées. J'ai dit, que c'est que ce truc? Mais c'est quoi ça? Et les gars qui me lisaient, alors là, il n'y avait plus qu'une seule solution, il fallait monter notre propre revue. Et il y a eu aussi des opportunités, et on a lancé donc une revue, donc qui était la revue internationale de psychosociologie, qui a été fondée, les psychologues, sociologues savent ce que c'est que des retours d'expérience, ils travaillent avec, qui a été fondée donc sur les retours d'expérience, mais cette fois-ci en gestion et en management, voilà, et en comportement organisationnel. Et je crois me souvenir que j'ai sorti 70 articles. Enfin, c'est dans la deuxième période, en 10 ans, j'ai sorti 70 articles, à peu près 42 ouvrages. Et donc, comment est-ce que qu'est-ce que t'as amené à créer plusieurs collections d'ouvrages? Donc, tu as la création de manager. Oui, alors, les premiers éléments, à partir du moment où on considérait que le plus important c'était l'élève, il était normal d'écrire tout le contenu du cours. Je travaillais en amphithéâtre, je refaisais le cours, mais avec des projections, en passant des films, des choses comme ça. Mais j'avais écrit tous les contenus du cours. Alors, le premier livre, j'ai mis 17 ans à le faire, c'est la logique émotionnelle. Le dernier, je crois que je l'ai fait en 3 semaines, Le dernier, celui qui est chez Albert Michel, je l'ai fait en 3 semaines. Oui, parce que ça s'apprend, c'est comme le reste, Bien sûr. Et, je distribuais les livres, donc on avait passé des contrats et on distribuait les livres gratuitement aux élèves. Et dans chaque cours, donc, j'apportais un livre directement. Donc les élèves étaient censés avoir tout le contenu à leur disposition. Et derrière, j'illustrais les cours. Et pourtant, j'avais un absentéisme pratiquement nul dans mes cours. Pourquoi? Parce que le cours ne reproduisait pas ce qui était écrit dans le livre. Le cours passait des films, des transparents, des choses comme ça. Enfin, rendait le livre vivant. Oui, c'est ça. Et les personnes s'identifiaient, puis il y a évidemment les questions qui sont posées. Donc, et tu as des manuels de cours. Donc, voilà, est-ce que tu peux, tu as quelques manuels de cours que tu Alors, le premier manuel, si tu veux, en première année, c'était la logique émotionnelle. Oui. En gros, c'était le mode d'emploi, mon mode d'emploi. comment le cerveau de l'élève fonctionne, le phénomène émotionnel. En deuxième année, c'était le management sans pouvoir. Là, c'était déjà l'apprentissage du management tel qu'il existe aujourd'hui. Et il faut pas oublier que 60 à 70% des managers sont dans le public. Et donc, le management, il est sans pouvoir. Ce sont d'autres méthodes qu'il faut employer et qui ne sont pas enseignées, qui n'étaient pas connues, en tout cas, à mon époque. Et le troisième cours était plus prétentieux, c'était le pouvoir de décision. Les méthodes de décision, là, il fait 700 pages, le livre. Alors là, je retournais à tout ce qui est technique, à tout ce qui est des méthodes, etc. Il fallait connaître ces méthodes-là, mais je suis pas sûr que ce soit le plus important. Christian, comment est-ce que tu t'as servi de observatoire pour publier? Parce que c'était une base de données assez incroyable. C'était une base de données incroyable. En les lisant, on se rend compte de la véracité de ce qui est écrit, du caractère vivant.
de l'intérêt. Moi, ça me passionnait. Ça me passionnait littéralement. Mais à cette époque-là, les données sur lesquelles on publie, ce sont des tableaux de chiffres. Ce sont des quantités de chiffres sur lesquelles on calcule des moyennes, des écarts types et des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment eu de chance. J'ai eu de la chance parce que je devais pas être le seul, mais personne n'écrivait là-dessus puisque c'était pas mûr, ça passait pas dans les revues. Hein. Et donc, il y a eu Alceste. Donc, j'ai commencé à sortir un papier, 2 papiers, 3 papiers. Et puis, il faut savoir aussi que je vais quitter, au bout de 7-8 ans, je me souviens plus exactement, l'observatoire, pour rentrer carrément dans Internet. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si l'observatoire, j'avais 7000 données, j'avais 7000 à peu près retours d'expérience dans l'observatoire, mais dans Internet, tout à la fin sur le Barod, c'était des millions. C'était des millions. Et comme les logiciels étaient capables de le faire, il n'y avait pas de problème. Alors, sur l'observatoire, moi j'ai fait mes premiers pas. La difficulté, elle vient bien des revues. C'est que les articles présentés étaient refoulés. Ou en tout cas, par la 3e fois. Ils ne sont pas la 3e fois. Mais ça faisait 6 mois, 8 mois de travail sur des choses qui étaient purement méthodologiques, puisque la seule méthode de contrôle, c'était la méthodologie. Et bon, ça a un intérêt, c'est que ça apprend à bien verrouiller, à bien serrer les boulons dans la méthodologie. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'on était dans un domaine totalement novateur, qu'en fait personne ne connaissait, ou une petite minorité, mais que la forte majorité ne connaissait pas. Et arriver à faire passer un article était très difficile. Et en même temps, il fallait y aller, parce qu'il fallait bien que ça démarre. Alors, c'est là que vient la RIPCO. Voilà, c'est là que vient la RIPCO. C'est le hasard. Ouais. C'est le hasard. Nous avions convoqué une vingtaine d'éditeurs. Tous avaient refusé de publier nos livres dans les conditions. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les livres à la page ne coûtent moins cher qu'un polycopier. C'était pas facile. Et il y en a un qui a accepté. Donc c'est SK. C'est Serge Kebatchev à SK. Et à partir de là, nous avons toujours gardé un très très bon contrôle. Et un jour, donc, il me téléphone, il me dit, Christian, j'ai un rédacteur en chef, j'ai un conflit, il m'explique. La revue était tenue par HEC, par les professeurs d'HEC, notamment le professeur Amado, qui a fait un très très bon travail, mais qui, pour un certain nombre de raisons, dans lesquelles je ne suis surtout pas rentré, qui était rentré en conflit. Alors, il me l'a dit par la suite, j'en souviens très bien, il m'a dit, seul courrier que tu m'as envoyé, c'est le prochain numéro, c'est pour quand? Tu le veux pour quand? Là, c'était une technique de travail qui lui convenait. Et le prochain numéro était prêt au moment où il l'avait demandé. Et il l'a refusé. Et il faut apprendre le métier. Donc je l'ai refait entièrement. Je travaillais jour et nuit pendant je sais pas combien de temps. On l'a refait entièrement, c'était pas très compliqué, je me souviens plus dans le détail maintenant. Et après, il m'a dit c'est l'enthousiasme. Et il a publié comme ça, donc c'était le numéro 25, je me souviens. Donc il y avait eu 25 numéros de publiés, et là maintenant on en a publié 50. Donc, à partir de là, il a fallu se faire connaître. Au début, il faut aller vers les gens, il faut aller vers les plus grands, parce que les plus grands sont très importants pour coter une revue. Et là, j'ai eu de la chance, parce que tous les plus grands sont en général un peu plus âgés. Et la technique du retour d'expérience, ils connaissaient. Je vais même dire que quelque part, ça leur convenait à 100%, parce qu'ils sentaient bien le caractère théorique, théorique de l'approche méthodologique. Et que personne, en dehors de scientifiques, et encore de scientifiques de haut niveau, ne lit. Donc j'ai eu toute une série de grands scientifiques qui m'ont épaulé. On trouve leur nom dans les revues, et à partir de là, la revue donc a été portée. Elle est rentrée naturellement à la FNEJ, elle est rentrée partout, et j'ai obtenu ce qui était le contrat à l'époque avec le directeur de l'époque. Je devais obtenir toutes les habilitations, j'avais des délais pour ça. Et il y a une seule habilitation que je n'ai pas eue, c'est celle du CNRS. Mais c'est pas de ma faute. L'ancienne équipe avait prise sur le CNRS, une très très forte, et les critères qui sont intervenus n'étaient pas des critères scientifiques, c'était des critères de pouvoir. Moi, je pouvais rien faire à ce niveau-là. Et je sais pas maintenant comment ça va se passer, je n'en sais rien. Alors, la revue est sortie, j'ai sorti 25 numéros de 800 000 caractères, à peu près. Vous voyez, ça vous représente de 10 à 18 articles. Et surtout, je n'ai pas appliqué du tout les normes quantitatives des autres revues. Dans les revues quantitatives, on vous dit tant de pages, tant de trucs, etc. Non, un article était bon, il faisait 60 pages, on le prenait. Un article était excellent, il prenait 15 pages, on le prenait. Et surtout, on prenait des risques.
On prenait des risques, c'est-à-dire qu'on publiait sur des sujets où personne n'avait publié, ou personne, ça n'existe pas, ou la minorité. C'est-à-dire qu'on a cessé de jouer, vous savez, la cible de la cible, je sais plus le terme anglais, on s'est éloigné de ces éléments-là, et ça a marché. Et tu penses que c'est important pour une école c'est très très important. Être lié bien lié avec une. Oui. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important, surtout une école comme ICN, parce que ICN a joué toute sa stratégie, tout son va-tout sur la différence. Je me rappelle quand on arrivait en prépa, je disais Christian Bourrion, professeur ICN. Ah, c'est différent. J'ai entendu ça un nombre incalculable de fois. Ah, ICN, c'est différent. Bon. Et à partir de là, il faut absolument qu'ICN possède un support qui lui permet de valoriser sa stratégie. Et sa stratégie, c'est la différence, mais c'est être en dehors du mainstream, c'est évident. Alors que la stratégie de la sécurité, pour être sûr d'être publiée, c'est on publie dans le mainstream, du mainstream, vous voyez un peu le truc. Alors il n'y a plus aucun risque, mais à la fin, il n'y a plus de recherche. Ouais. Hein, et à la fin, il n'y a plus de recherche. Alors évidemment, c'est publié, mais il n'y a plus de recherche. Alors que nous, c'est vrai, on a galéré, mais c'était de la recherche. C'est vrai qu'on a galéré, mais c'était de la recherche. Hein. Bon, Christian, est-ce que nous sommes en train nous approchons de cet entretien. J'aimerais bien te demander si tu as quelque chose d'autre tu voulais dire comme de dernier message pour nos collègues ici réunis et qui vont voir cette message. Est-ce que tu as quelque chose à dire au ICN du présent et au ICN du futur? Voilà. Alors, au ICN du présent, la stratégie a été gagnante à la fin. Et elle a été gagnante sans passer par tous les organismes qui bloquent partout dans des phénomènes de pouvoir et tout. Pour info, sur l'article de 2011, donc sur le Borrowed Syndrome, qui a été découvert en 2015 seulement, donc par une revue, il y a eu 2 pages dans Le Monde, il y a eu 2 pages dans Libé, mais j'ai surtout eu plus de 200 interviews téléphoniques. Pendant un an, c'est colossal. Hein. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut aussi peut-être bénéficier d'une certaine formation. Bon, moi, j'ai appris sur le tas. J'avais la chance d'être âgé, d'avoir de l'expérience. Mais ça aussi, il faut que les jeunes, il faut les aider à ce niveau, par rapport à ce niveau-là. Et aujourd'hui, bon, au début, j'ai référencé, grâce aux mots-clés, la totalité des éléments. Il y a eu plus de 1000 sites qui ont parlé. Je pense qu'il y a un autre élément clé aussi dans les recherches, c'est le mot-clé. Il y a énormément de bons papiers à faire sur le mot-clé. Parce que c'est fondamental dans cette stratégie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous travaillez sur l'entrepreneuriat, vous les publiez sur l'entrepreneuriat. Vous voulez trouver tous les gens qui parlent d'entrepreneuriat dans Internet. Quel est le mot-clé que vous mettez dans Google? Entrepreneuriat. Non. Surtout pas. Mais j'ai commencé comme ça. Oui, c'est ça. J'ai commencé comme ça. Le mot-clé, c'est-à-dire le mot dont 100% des personnes qui ont parlé de l'entrepreneuriat l'emploieront au moins une fois, c'est le mot passion. Un mot-clé, ça ne se trouve pas comme ça. Moi, j'ai pas écrit là-dessus. Mais il y a des travaux à faire là-dessus. Et le principe est assez simple, c'est le principe de l'itération. Alors, tu rentres banalement avec l'entrepreneuriat, tu fais étudier tous tes textes par l'ordinateur, l'ordinateur te sort les pourcentages de mots qui sont employés, tu remploies à ce moment-là des 2 ou 3 mots-clés que c'est la 2e génération de la 2e génération, tu les rentres de nouveau dans l'ordinateur, tu vois ce que tu obtiens de nouveau, tu vérifies, tu vires évidemment il y a des gens qui ont employé le mot passion et qui parlaient pas l'entrepreneuriat. Mais il y avait pas de gens qui parlaient l'entrepreneuriat qui parlaient pas du mot passion. Tu rentres de nouveau et au bout de 3 itérations, pas besoin d'en faire plus. On est au bout et on a un cursus magnifique. On a un cursus magnifique de plusieurs milliers de pages qui vont nous permettre de faire un travail de recherche qui sera un travail de pointe. Alors moi je travaille en langue française, hein, mais on fera la même chose en langue anglaise, hein, et qui vont permettre donc d'assurer des publications sur des domaines dont personne n'avait entendu parler. Quand j'ai fait cette recherche sur le Borrowed, je connaissais même pas l'existence du mot. Je ne savais même pas que ça existait. D'ailleurs, personne. C'est pour ça qu'ils en ont tellement parlé. Personne ne savait que ça existait. J'étais comme tout le monde. Je travaillais sur la souffrance au travail. Alors, je rentre comme mot-clé quoi? Souffrance au travail. Alors, il y a un article qui donne tous les mots-clés. De tête, je peux pas vous les dire. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais la plupart des gens qui souffrent au travail, c'est pas parce qu'ils ont trop de boulot, c'est parce qu'ils ont rien à faire. Alors, imaginez, je me suis dit, il y a une erreur, le truc s'est gouré. C'est normal. Alors, je recommence. Non, c'était juste. Alors là, je me suis dit, ça y est, je tiens quelque chose. Là, je tiens quelque chose.
Et effectivement, je tenais quelque chose. Hein. Ouais, je tenais quelque chose. Hein. Parce que j'étais en train de montrer quelque chose qui est grosso modo l'inverse de ce que vendent tous les médias, je dis pas du monde entier, mais tous les médias français. Voilà. Voilà. Et ça, c'est grâce à ce travail-là. C'est va clôturer 30 ans, 40 ans de travail. Ok, bon. Merci Christian. Donc on termine sur une note assez positive et de la marque de créativité de Christian Bourrion qui a été bien imprimée chez ICN et que ça va continuer chez nous comme ça. Donc merci Christian. Merci à toi. Et merci à vous tous pour la suite. Merci.